Bonjour à tous, donc je suis Sylvain Rubat, directeur général en charge de la partie technique de BrainCube. J'ai participé à ma première intégration à SAP il y a une quinzaine d'années. À l'époque, je travaillais pour Sagem, qui est devenu Safran. J'ai remis ça quelques années plus tard dans le cadre de Valeo. Et puis, plus récemment, je viens de le faire dans le cadre de BrainCube. Alors BrainCube, c'est une société qui a 10 ans et qui a beaucoup grandi en 10 ans. Actuellement, on est 120 personnes et il était devenu nécessaire, de la même manière que SAP est structurant dans les grands groupes pour faire en sorte que les processus, que la circulation de l'information soit efficace et qu'en fait l'entreprise fonctionne de manière efficace, et on a eu exactement le même besoin chez BrainCube. Alors, juste pour expliquer le genre de choses typiques qu'on a faites avec SAP et en partenariat avec notre intégrateur Ubister, on a vraiment fait une intégration entre BrainCube, solution logicielle, et SAP. C'est-à-dire que quand on reçoit des commandes de nos clients, avec un certain nombre de tâches à réaliser et d'éléments à délivrer, enfin, on vient pousser ces éléments vers BrainCube qui comporte un module de gestion de projet. Ça permet aux équipes opérationnelles de savoir ce qu'elles ont à faire et de suivre leur projet. Ensuite, quand ça s'est réalisé, les équipes opérationnelles saisissent dans BrainCube l'avancement de leur projet, ça redescend dans SAP et ça vient déclencher les flux de facturation. Alors juste pour dire quelques mots de plus sur la présentation de la société BrainCube. BrainCube est une société donc basée en France. Le siège social est au sud de Clermont-Ferrand, à Issoire. On a des bureaux à Versailles, on a des implantations aux États-Unis, au Brésil, en Asie également, à Bangkok. On travaille pour des grands comptes industriels, des très grosses sociétés industrielles qui sont des leaders dans leur domaine. Alors on trouve deux grandes catégories d'industriels. On trouve des industriels qui travaillent dans l'industrie de process, dans l'industrie continue, des gens qui fabriquent du papier, du métal, du verre, de la chimie, de l'alimentation. On trouve également de l'industrie discrète, par exemple de l'aéronautique, de l'automobile ou du pneumatique. Alors qu'est-ce qu'on fait pour ces clients ? Je l'ai dit avant, SAP est une solution qui permet à tout ce qui tourne autour du processus de fabrication de fonctionner de manière fluide, en organisant la fluidité de l'information et l'échange d'informations tout au long du process. Chez BrainCube, on s'est positionné au centre, c'est-à-dire sur le process industriel lui-même. Parce que sur le process industriel lui-même, il n'existait pas de solution pour animer la performance, pour utiliser la donnée et finalement pour piloter le processus industriel lui-même. Et pas ce qu'il y a autour, c'est-à-dire pas la logistique, pas les hommes et ainsi de suite. Et l'image qu'on a ici, elle est très illustrative du challenge auquel est confronté en fait un industriel. C'est-à-dire que un industriel, c'est quelqu'un qui a une ligne de fabrication qui coûte extrêmement cher. On parle de dizaines de millions, de centaines de millions, voire de milliards d'euros. Ce sont des équipements qui sont d'une très grande complexité, avec des milliers de capteurs, d'actionneurs qu'il faut venir régler, ajuster, de manière à atteindre les objectifs de performance fixés par l'actionnaire, par la direction, par le business. Et en fait, il y a un besoin continu d'optimiser les réglages de manière à ce que la production soit toujours à son optimum, puisque l'industriel est dans un milieu extrêmement compétitif et il ne peut pas laisser de terrain à ses compétiteurs. Donc il y a vraiment besoin que ces réglages soient faits d'une manière extrêmement précise. Ce qui rajoute de la difficulté à ça, c'est que souvent les industriels, ils utilisent des matières premières qui sont des éléments naturels qui sont extrêmement variables. C'est-à-dire qu'on leur demande d'obtenir un résultat extrêmement stable. On veut des produits industriels très répétables qui sont toujours les mêmes, mais par contre en entrée on a des choses qui sont très différentes. Donc là par exemple pour faire du papier on a du bois, le métal c'est souvent fait avec du métal recyclé, le verre avec du verre recyclé, on a de la betterave pour faire du sucre, on a les conditions climatiques qui changent
Donc c'est un vrai challenge, il faut s'adapter en permanence. La deuxième chose, c'est que les conditions de marché évoluent. C'est-à-dire qu'à certains moments, l'industriel, s'il est sur un marché qui est extrêmement porteur, son objectif, ça va être de maximiser ses quantités produites, parce que tout ce qu'il va pouvoir produire, il va le vendre. Donc là, on va vraiment jouer, on va vouloir optimiser la vitesse. À d'autres moments, au contraire, sur des marchés qui se tendent, l'objectif, ça va être de se distinguer des concurrents, peut-être en visant une niche, en faisant des produits plus techniques ou en poussant sur la qualité, ou alors en se battant complètement sur le coût. Donc là, l'objectif, ça va être cost killing. Donc l'objectif change, les conditions changent, et il faut régler cette machine extrêmement complexe pour atteindre ces objectifs de manière continue. Alors, à supposer qu'on soit capable de manière continue de trouver les règles de fonctionnement de la machine, il se rajoute un troisième problème, c'est que nous autres êtres humains, nous ne sommes pas très respectueux en général des règles, et que souvent la méthode qui est déployée pour faire appliquer les règles, c'est la coercition, c'est la répression. Ça marche un temps, mais en fait, ça atteint des limites. Alors la réponse dans le domaine automobile, en fait, probablement ce sera la voiture autonome qui, elle, va respecter scrupuleusement les règles. Et on s'est dit la même chose dans l'industrie. On s'est dit qu'on allait aller tout naturellement vers l'usine autonome. Alors, si on fait un parallèle entre l'usine autonome et la voiture autonome, son grand challenge, une voiture, c'est beaucoup plus simple qu'une usine. En termes de nombre de capteurs, de systèmes, en soi, c'est beaucoup plus simple. Par contre, ce qui est très compliqué, c'est que ça évolue dans un environnement qui est non maîtrisé, qui ne dépend pas ni du constructeur de voiture, ni du conducteur. En plus, la voiture, elle va côtoyer des voitures conduites par des voitures non autonomes, et ainsi de suite. Dans le cas de l'usine, on a un système qui est beaucoup plus complexe, mais en revanche, on maîtrise beaucoup mieux l'environnement. C'est-à-dire que l'industriel, il choisit son environnement, il est un petit peu seul dans son usine quand même, hein. Il n'y a pas d'autres usines qui viennent interférer avec lui à l'intérieur même de son terrain. Et donc, nous, on pense que finalement, on verra l'usine autonome de manière pratique avant la voiture autonome. Non seulement on le pense, mais en plus on en est convaincu, parce qu'on commence à livrer nos premières usines autonomes et on commence à acquérir de l'expérience là-dessus. Donc l'usine autonome, finalement, c'est un système d'intelligence artificielle qui vient se substituer à l'opérateur pour venir régler les paramètres de la machine, c'est-à-dire rentrer les instructions dans les écrans qu'on a vus il y a quelques slides. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans l'architecture, comment ça marche ? On a besoin, pour faire fonctionner d'une usine autonome, d'abord, on a besoin de beaucoup de données pour savoir ce qui se passe sur le process. On est dans le domaine du big data. Donc, on va avoir besoin d'aller collecter cette donnée. On va avoir besoin d'emmener cette donnée vers un cloud où il y a de la puissance de traitement importante. On va venir fabriquer ce qu'on appelle des virtual twins, c'est-à-dire qu'on va capter une information dans le temps et on va pivoter cette information pour savoir comment chaque produit a été fabriqué tout au long du process, et donc de manière à alimenter les algorithmes d'intelligence artificielle. Derrière, les données qu'on va créer, on va les utiliser pour faire du monitoring, parce qu'il n'est pas question de laisser totalement la main à l'usine autonome. On va quand même continuer à vérifier qu'elle est aussi efficace à minima et même plus efficace que les opérateurs, qu'on atteint bien les objectifs. On a besoin d'alertes pour savoir si quelque chose se passe mal sur le process. Derrière, on va analyser ces données de manière à fixer des plages opératoires à l'usine autonome. L'usine autonome évolue sur une route dont on doit définir le tracé, en fait. On ne lui laisse pas carte blanche, elle ne peut pas aller où elle veut. Et enfin, le dernier niveau, c'est effectivement de délivrer l'algorithme lui-même qui, de manière continue, analyse les données, regarde quelle est la performance de la production et vient modifier les réglages des algorithmes. Donc chez Braincube, on est capable de fournir l'ensemble de ces briques architecturales et logicielles, et ce, de manière clé en main. C'est-à-dire, ce n'est pas du développement qu'on fait sur mesure, c'est du logiciel qu'on vient configurer, qu'on vient intégrer, et c'est totalement clé en main. Alors, sur le Edge, on a une solution qui nous permet de nous connecter
aux différents protocoles d'automation, protocoles d'IT, pour récupérer toute la donnée qui va être nécessaire au pilotage de cette usine. On en profite pour délivrer des applications directement en temps réel aux opérateurs pour conduire le processus. Ensuite, on a une application d'intelligence artificielle qui va nous permettre d'analyser les données de manière à trouver quels sont les paramètres les plus importants et à définir la route, en fait, à définir le contour dans lequel on va autoriser l'usine autonome à évoluer. Donc pour ça, on a besoin de comprendre en fait comment fonctionne le process. On va en faire ce qu'on appelle un process map, donc une modélisation du process. Et puis on va venir avec nos algorithmes identifier quels sont les paramètres qu'il faut mettre sous contrôle et quelles sont les plages dans lesquelles on va autoriser l'usine autonome à évoluer. Donc comme je l'ai dit, avec les données qu'on a constituées, on va fournir tout un tas d'outils de reporting, de monitoring, d'indicateurs. Et puis donc la couche ultime, de manière continue, on va analyser les données. L'usine autonome va étudier le résultat en fait, de la production en continu. Elle va fouiller l'histoire de toutes les données qui ont été ingurgitées depuis des mois et des années. On parle d'historique de données qui concernent des millions ou des dizaines de millions de pièces et qui ont été acquis sur plusieurs années. Elle va déterminer à l'instant T quel est le paramètre qui a besoin d'être ajusté. Et en fait, elle va réinjecter le nouveau paramètre directement dans l'automatisme de manière à ce qu'il soit pris en compte et que ce soit une réalité opérationnelle au niveau de l'exécution. Alors, déployer l'usine autonome, c'est un processus donc la première chose, c'est de rendre l'usine prête. Donc il va falloir connecter, organiser les bases de données. Il va falloir définir donc les fenêtres opérationnelles dans lesquelles on va autoriser l'usine à évoluer. Ensuite, il va falloir définir une stratégie de pilotage. Donc, qu'est-ce qu'une stratégie de pilotage ? En fait, c'est indiquer à l'usine, parmi un ensemble d'indicateurs et d'indicateurs de performance, quels sont ceux qu'on lui souhaite voir optimisés. Est-ce qu'on souhaite optimiser la vitesse ? Est-ce qu'on souhaite optimiser le taux de rebut ? Est-ce qu'on souhaite optimiser la consommation d'énergie ou la consommation de tel ou tel composé chimique ? Et puis même, on va sûrement faire définir des règles, en fait. On peut lui dire qu'un certain taux de non-qualité, c'est acceptable, un certain taux de rejet, c'est acceptable jusqu'à un certain point. Au-delà, ça ne l'est plus, et ainsi de suite. Donc on donne ces contraintes, on doit définir ces contraintes de pilotage à l'usine autonome, et ensuite, elle va les prendre en compte, comme le fait un être humain, et elle va essayer de régler la machine pour atteindre ses objectifs. Derrière, on va autonomiser progressivement la machine en donnant la capacité à la machine de régler un nombre progressivement croissant de paramètres. Alors, pour finir, l'ensemble des processus ou des usines ne sont pas prêtes pour l'usine autonome. Donc ici, cette petite map, elle permet de présenter en fait le niveau de maturité des différents acteurs industriels en fonction de leur situation. Donc il y a deux axes. Déjà, les usines peuvent être très peu automatisées ou alors très automatisées. Bon, pour faire de l'usine autonome, faut une usine qui est très automatisée pour être en capacité d'exécuter les ordres fournis par l'intelligence artificielle. Ensuite, on va distinguer deux grands types d'industries, les industries sans traçabilité et celles qui ont besoin d'une traçabilité. Alors les industries sans traçabilité, c'est les industries continues. Quand on fait du papier ou bien quand on fait des produits chimiques dans un process continu, il n'y a pas de traçabilité, il n'y a évidemment pas de code barre qui se promène le long du processus de fabrication.
c'est pas gênant pour déployer l'usine autonome et c'est même le cas le plus mature pour le faire. L'autre cas, parce qu'on a besoin d'informations extrêmement précises sur chaque produit pour que l'intelligence artificielle soit extrêmement pertinente, c'est un cas où on a une très bonne traçabilité, voire une traçabilité unitaire quand on est dans le cadre d'industries discrètes. Ensuite, si on n'est pas dans ces cas-là, c'est-à-dire si on est moins automatisé ou si on n'a pas de traçabilité, à ce moment-là, on va plutôt s'inscrire sur une route de digitalisation, sur une route de progression vers l'industrie 4.0, en connectant d'abord, en mettant en place du monitoring, des alertes, des indicateurs. On va faire des analyses en mode non pas déconnecté, puisque BrainCube est alimenté de manière continue en données, mais en tout cas c'est l'ingénieur qui va conduire son analyse assistée de l'intelligence artificielle de BrainCube et non pas de manière continue. C'est-à-dire qu'en fonction du niveau de maturité des industries, eh bien, BrainCube est capable de déployer tout ou partie de l'infrastructure que je vous ai décrite pour répondre au niveau de maturité de chacun et puis s'engager sur cette voie du 4.0. Alors le marché cible numéro 1 qui est vraiment tout à fait prêt à le faire sur un plan technique, c'est tout ce qui est industrie continue, c'est-à-dire les marchés sur lesquels on a une control room, où l'information est déjà digitalisée, elle est déjà centralisée, où tout est automatisé. Parce que dans ce cas-là, on vient rajouter une couche d'intelligence artificielle, mais en fait, on a déjà toutes les briques nécessaires. Et l'autre marché, où c'est possible également, c'est sur des process discontinus, fortement automatisés et pour lequel, comme je le disais, on a besoin d'une très bonne traçabilité pour être capable d'avoir des données extrêmement précises. Parce qu'en fait, il faut qu'on sache comment les produits ont été fabriqués et quelle a été la performance obtenue produit par produit. Parce que c'est ça qui va nourrir l'intelligence artificielle, c'est ça qui va lui permettre de trouver quels sont les meilleurs réglages compte tenu d'un objectif. À terme, là on parle de voitures autonomes, d'usines autonomes. Est-ce que vous allez éventuellement répliquer la technologie de l'AI de BrainCube sur d'autres segments de marché? Alors nous, on a une culture fortement industrielle, c'est vraiment dans l'ADN de la société. Donc on a souvent pensé à appliquer l'intelligence artificielle de BrainCube à d'autres domaines, mais à part marginalement, on ne le fait pas. On ne le fait pas parce que, bien que ce soit de l'intelligence artificielle, ça demande une très grande maîtrise et une très grande connaissance des domaines applicatifs pour développer une intelligence artificielle qui fait sens. Et par exemple, nous on n'est pas des médecins, donc on n'est pas capable, ou on ne se sent pas capable en tout cas, de déployer notre intelligence artificielle dans le domaine du médical. Ceci dit, elle est utilisée par exemple comme un club sportif, comme l'équipe de rugby de Clermont-Ferrand, l'ASM. Mais c'est assez marginal. Merci beaucoup.